Peut-être avez-vous déjà eu envie de tout plaquer, de faire un métier radicalement différent. Ou peut-être simplement de vous poser pour faire le point, prendre du recul sur ce que vous savez faire, ce que vous aimeriez faire. Chez les acteurs de la compétence, nous voulons que tout le monde trouve sa place dans le monde du travail. Pour ça, on doit permettre à chacune et à chacun d'identifier ses compétences, de les renforcer, mais aussi d'en acquérir de nouvelles, et ça, si possible, sans laisser personne de côté. Par ailleurs, nous accompagnons aussi les organisations, entreprises, associations, acteurs publics dans le développement des compétences de leurs équipes. Avec le podcast Objectif Compétences, nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur les grandes transformations qui secouent le secteur de la formation professionnelle et de l'emploi. Je suis Christophe Ken, fondateur de Kilotoa et administrateur chez les acteurs de la compétence. Bienvenue dans Objectif Compétences. Dans ce deuxième épisode, nous allons découvrir comment la transition écologique transforme les métiers et pourquoi nous sommes tous et toutes concernés, quel que soit notre secteur d'activité. Dans les grandes villes, les jours où la pollution aux particules fines atteint un pic, l'air devient irrespirable. Des solutions temporaires comme la circulation alternée sont mises en place. Ces mesures, on peut les qualifier de pansements. Elles sont à la fois utiles, mais tellement insuffisantes au regard de l'enjeu. Chaque pic de pollution est une piqûre de rappel. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Alors bien sûr, la voiture traditionnelle est le coupable idéal. Pour l'instant, on se contente de la remiser au garage quand on peut. C'est bien peu quand on sait que les voitures thermiques sont dans le viseur des politiques publiques. Qui aurait pu imaginer, il y a encore 5 ans, qu'à l'horizon 2050, leur vente pourrait être interdite. Et dans les grandes villes, elle pourrait être bannie à bien plus court terme. Pour le secteur automobile, c'est une réalité incontournable. Les ingénieurs, les ouvriers, les ouvrières doivent s'adapter, acquérir de nouvelles compétences pour construire des voitures plus vertes, comme les véhicules électriques ou à hydrogène. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. La liste est trop longue pour tous les énumérer. Transport, agroalimentaire, numérique, textile, tous les secteurs sont concernés. Et les politiques suivent. En France, les trajets intérieurs, pouvant se faire en moins de 2h30, devraient bientôt être interdits aux avions. Ces exemples illustrent bien une chose. La transition écologique et énergétique, le basculement vers un modèle économique et social plus durable, nécessite de repenser en profondeur tous nos métiers. Alors, on peut envisager la transition écologique comme étant finalement source d'émergence de nouveaux métiers en tant que tels. Par exemple, dans le champ du bâtiment, on pourrait se dire que les constructions bois, la prise en compte des nouvelles normes d'isolation ou de nouvelles techniques ou de techniques anciennes rénovées comme l'isolation à base de paille peuvent être source de nouveaux métiers en tant que tels ou de métiers émergents. La personne que vous venez d'entendre s'appelle Anne Audouin. Elle est chef de service au sein de la direction de la formation professionnelle de la région Centre-Val de Loire et s'intéresse de très près aux répercussions de la transition écologique sur l'offre de formation. Le secteur du bâtiment dont elle donne un exemple est un des domaines qui consomme beaucoup d'énergie et a une empreinte carbone importante. Ce n'est pas le seul, on pourrait aussi citer le transport ou l'énergie. Ces 3 secteurs sont d'ailleurs au cœur du rapport que Laurence Parisot a remis au gouvernement en février 2019. Rapport qui avait pour but de préparer le plan de programmation des emplois et des compétences. Quand on associe métier et transition écologique, on pense d'abord aux industries perçues comme très polluantes ou au contraire aux métiers dits verts et verdissants. Alors ce qu'on appelle métiers verts, ce sont les métiers directement liés à l'environnement. C'est l'agent qui entretient les espaces naturels, le personnel d'une entreprise de recyclage ou de traitement des eaux usées, l'avocat spécialisé dans le droit de l'environnement. Les métiers verdissants, eux, n'ont pas pour but de protéger l'environnement, mais ils intègrent la dimension environnementale dans leur fonctionnement. Ce sont les agriculteurs et les agricultrices qui utilisent moins de produits phytosanitaires, et les guides touristiques qui sensibilisent leur public à la faune et à la flore, les cuisiniers qui s'approvisionnent en circuit court. Selon l'ONEMEV, l'Observatoire national des emplois et des métiers de l'économie verte, les métiers verts concernent 142 000 personnes et les métiers verdissants, 3,7 millions. Pas encore un raz-de-marée.
En réalité, les métiers verts et verdissants ne sont que la partie immergée de l'iceberg. La transition écologique ne concerne pas seulement les métiers qui sont à son service et les industries polluantes directement touchées par les réglementations environnementales. Et c'est compliqué de mesurer l'ampleur des transformations à venir. Force est de constater qu'on ne connaît peut-être pas tous les métiers de demain et l'impact des transitions écologiques sur tous les métiers qui existent aujourd'hui, comment ils seraient susceptibles d'évoluer demain pour répondre à des besoins de compétences qui émergeraient sur les territoires afin de réduire les émissions à effet de gaz, par exemple, ou construire des habitations plus durables. Donc finalement, tout le spectre des métiers peut être impacté par la prise en compte des transitions écologiques, ont des impacts totalement systémiques. On pourrait parler des aides à domicile et comment finalement dans l'accompagnement des usagers, des bénéficiaires, eh bien on tient compte des produits d'entretien ménager et des composants de ces produits d'entretien ménager, comment on accompagne l'alimentation des usagers. On pourrait également parler des métiers de la restauration et comment, quand on confectionne des plats, eh bien, on tient compte de l'impact carbone, de la récupération des matières premières qui participent à la confection des plats, avec une prise en compte des circuits courts ou bien des modes de production de l'alimentation, avec bien sûr l'agriculture biologique et ou éco-responsable. Il n'y a pas que les métiers manuels qui sont concernés. Dans les bureaux, les métiers qui semblent à première vue très éloignés des préoccupations environnementales doivent aussi changer leurs pratiques. Et on ne parle pas seulement de remplacer les gobelets en plastique à la machine à café. Pour comprendre l'ampleur de ces transformations, nous avons discuté avec Antoine Poincaré. Il est responsable de la Climate School d'AXA, un organisme de formation lancé en 2021 qui forme les entreprises aux grands enjeux environnementaux. Ce qui est fascinant, c'est que selon les secteurs, les problématiques sont pas du tout les mêmes. Si on prend l'IT, par exemple, l'IT, c'est un monde dans lequel, globalement, comme ils étaient très en dehors de la vie réelle, ou qu'en tout cas, tout était dans le cloud, dans des data centers qui paraissaient très loin, il n'y avait pas de gros sujets de ressources. La consommation électrique de l'IT était un truc qu'on regardait d'un peu loin. Dans un monde où on a mesuré les émissions carbone, on a constaté qu'à force d'être pas grand-chose, c'était pas grand-chose accumulé, ça représentait 3% des émissions carbone mondiales, c'est-à-dire à peu près autant que le trafic des avions. Hein. Et surtout que c'était dans une dynamique de croissance très forte, donc que ça allait continuer à augmenter. On a commencé à dire aux gens de l'IT, mesure ton empreinte carbone et réduis-la. Ça déjà, ça veut dire mettre en place des outils de mesure qu'ils n'avaient pas, et puis commencer à réfléchir sur comment on code mieux, comment on code un peu plus efficace, on fait en sorte que ça consomme, en grosso modo, un peu moins de bandes passantes et un peu moins de ressources serveurs. Et ça, il faut l'apprendre. Alors, ce qui tombe bien, c'est que c'est quelque chose que les informaticiens souvent voulaient. On fait du code un peu plus propre, un peu plus économe. Donc, ils sont assez contents de ces choses-là. Mais donc, ça veut dire qu'on va commencer à privilégier des logiques de qualité versus vitesse, par exemple. Face à l'urgence climatique, les pouvoirs publics sont bien obligés de mettre en place de nouvelles mesures, de nouvelles règles pour tenter de respecter les engagements pris lors de grands rendez-vous internationaux comme la COP21. Ces politiques environnementales, prises à l'échelle nationale et européenne, viennent bouleverser de nombreux secteurs. Là, le monde de la finance, il est en train d'exploser autour de la régulation. Il n'y a pas une année sans que 2 ou 3 nouvelles régulations arrivent et disent « Mais attendez, il faut comprendre ce que c'est que la TCFD, il faut comprendre ce que c'est que la triple comptabilité, donc pas seulement en euros, mais aussi en capital social et en capital environnemental. » L'Union européenne a sorti une taxonomie verte qui était très attendue. Et donc, tout d'un coup, les financiers, qui l'étaient déjà un peu, mais se retrouvent dans un rôle quasi juridique, de maintien de la régulation, d'anticipation de cette régulation, parce que la finance, c'est aussi du temps long, donc on va commencer à acheter des actifs en se disant « Ah ouais, mais dans 2 ans, quand la régulation aura changé, est-ce qu'ils vaudront la même chose ?» Et donc, il y a un enjeu d'inflation réglementaire qui est massif. C'est un peu similaire dans le monde juridique. Dans le monde juridique, il faut commencer à acquérir des grosses nouvelles compétences parce que, on voit bien qu'il y a des tribunaux qui commencent à condamner des États ou des entreprises parce qu'elles n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment. La Climate School d'AXA s'adresse à des entreprises de différents secteurs. Parmi ses premiers clients, elle compte des acteurs du jeu vidéo, de la vente de bureaux, du courtage en assurance. Elle discute également avec des industriels du secteur de l'automobile, de l'énergie et du luxe. La formation est dispensée en ligne et comprend 2 modules. Un premier module théorique pour comprendre les conséquences du dérèglement climatique à l'échelle mondiale, pour avoir une vision globale, en quelque sorte. Le deuxième module est plus pratique et adapté à l'entreprise. Son but est d'aider les collaborateurs et les collaboratrices à comprendre les répercussions d'une transformation durable sur leur métier et à leur donner des clés pour agir.
Alors, pourquoi c'est nécessaire de former à la transition durable ? C'est pas très compliqué, c'est parce que c'est un sujet compliqué. Et que comme tous les sujets compliqués, il faut comprendre. Nous, on croit qu'il y a dans la transition durable quelque chose qui est de l'ordre du même ordre, en tout cas, que la transition digitale il y a 10 ans. C'est-à-dire quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant des années, qui est probablement resté un peu sous le radar, et puis qui, comme une exponentielle, pique d'un coup et se met à toucher tous les secteurs d'activité, tous les métiers. Et on pense que dans 2-3 ans, quelqu'un qui dit non, mais moi, le durable, je vois pas bien en quoi ça change mon métier, ça sera du même acabit que quelqu'un qui, en 2012, disait non, mais le digital, oui, c'est intéressant, mais moi, je fais autre chose comme métier. En fait, on voit bien 10 ans après que ça a tout changé. On est recruteur, on est marketeur, on est acheteur. Tous les codes des métiers ont été bouleversés. On pense que c'est de la même nature. Et du coup, comme c'est de la même nature, comme dans les années qui viennent, ça veut dire que tous les métiers vont changer, il faut l'expliquer aux gens dans les boîtes. On va leur demander de changer leurs habitudes, de changer leurs KPI, de changer ce sur quoi ils reportent, de changer parfois la manière dont ils sont organisés. Et ça, si on leur explique pas pourquoi et comment ça fait partie d'un dessin plus grand de la boîte, il y a aucune chance qu'ils adhèrent. Donc on voit bien qu'on est à mi-chemin entre des logiques de formation et des logiques d'acculturation, engagement des collaborateurs. En tout cas, nous, c'est par là qu'on a pris le problème. Donc l'idée, c'est vraiment pas je forme chacun à devenir un directeur du développement durable. C'est comment chacun, dans son métier qui va garder, reste employable, acquiert les compétences nécessaires dans un nouveau monde avec des nouveaux codes. 76% des collaborateurs et collaboratrices se diraient prêts à agir au travail pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est en tout cas ce qu'affirme l'étude qu'AXA a menée avec Kite Insights en France et au Royaume-Uni en 2020. Mais comment accélérer le passage à l'acte ? C'est le principal point de différenciation entre la transition durable et la transition digitale en réalité. C'est qu'il n'y avait pas sur la transition digitale, en tout cas de là où je l'ai vu moi, quelque chose d'aussi comme un élan vital aussi fort. C'est-à-dire que oui, on comprenait bien que le digital changeait, mais ces fameux champions digitaux ou champions de la data, c'est juste des gens qui étaient bons sur le sujet. Là, les champions climatiques, c'est quand même des gens dans les entreprises où ça réunit le collaborateur et l'individu. Parce que ça touche à des choses très particulières, la terre qu'on laissera à notre descendance, là, c'est quelque chose d'assez émotionnel. C'est d'ailleurs auprès des salariés d'AXA que la Climate School a rodé sa formation. D'après Antoine Poincaré, il y a une réelle demande de leur part. On a vu, nous, au moment du lancement, qu'il y avait effectivement beaucoup de demandes. Sur un acteur comme un monde de l'assurance, c'est particulier parce que ça fait des années qu'on leur explique aussi que le climat va bouleverser leur métier. Il y avait cette fameuse phrase « un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable » de l'ancien PDG d'AXA, justement. Donc évidemment, les gens, on leur dit « ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger », ils ont envie de comprendre, ils ont envie de rester employables. Donc ouais, il y a une vraie demande. Il y a une demande au sein des métiers de l'assurance, évidemment, mais je dirais plus largement au sein des métiers de la finance. C'est des gens qui ont bien compris que la régulation allait passer par là. Et donc quand vous travaillez aujourd'hui dans une grande banque, un grand assureur ou globalement un grand acteur financier, il faudrait avoir la vue courte pour se dire je me fiche du climat et de la transition durable, je vais rester dans mon job de la même manière. Nous avons bien conscience qu'AXA n'est pas un modèle de sainteté dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le groupe français est épinglé par des associations comme Reclaim Finance qui militent pour une finance plus verte. Oui, AXA a une politique anti-charbon solide. Mais le groupe continue à assurer et à investir dans des entreprises d'énergie fossile. Ces engagements sont louables, mais pas encore suffisants. Alors on s'est posé la question, n'y a-t-il pas un risque de greenwashing ? Un groupe d'assurance a-t-il la légitimité pour dispenser ce genre de formation ? Face à ces réserves, Antoine Poincaré répond que son organisme de formation est une entité à part, qui n'a pas pour ambition d'améliorer l'image d'AXA. Selon lui, le groupe tente de faire sa part. AXA, comme n'importe quel acteur du monde de l'assurance, a tout intérêt à agir dans le sens du climat, ne serait-ce que pour des raisons financières. Le coût économique du dérèglement climatique est déjà énorme. Les catastrophes naturelles de l'été dernier et le dernier rapport du GIEC soulignent un peu plus à quel point il est urgent d'agir et d'agir vite. La pandémie aura peut-être permis de prendre un peu plus conscience de cette urgence. Beaucoup d'acteurs publics et de scientifiques martèlent que la transition écologique doit s'accélérer. Pour les travailleuses et les travailleurs, l'un des enjeux de cette transformation en cours sera de rester employable. La décarbonation de l'économie ne peut pas et ne doit pas se faire à leurs dépens, et notamment sur le dos des plus précaires. La main-d'œuvre non qualifiée, les personnes éloignées de l'emploi, les familles monoparentales, les plus bas revenus. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Cette colère sociale est née d'une taxe sur le carburant qui pénalisait avant tout les ruraux et les urbains qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler. La transition écologique engendre des crispations si elle n'est pas socialement juste.
Et pourtant, emploi et environnement ne sont pas incompatibles. L'Agence nationale de la transition écologique, l'ADEME, a calculé qu'un investissement dans la transition énergétique permettrait de créer 400 000 emplois à l'horizon 2025. Un autre rapport de l'ONG WWF affirme qu'un plan de relance vert permettrait la création d'1 million d'emplois dans des secteurs comme la rénovation énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, l'électromobilité, les transports en commun et le tourisme. C'est là que la formation joue un rôle crucial. Elle doit à la fois s'adapter aux réalités du terrain et anticiper les métiers d'avenir. Et c'est toute la difficulté. Anne Audouin s'en est rendu compte quand sa région, Centre-Val de Loire, a construit son offre de formation pour la période 2021-2024. Les organismes de formation qui ont répondu au marché public ont eu du mal à intégrer la transition écologique et à proposer des formations prenant en compte les enjeux environnementaux. Les organismes de formation ont eu du mal à se positionner sur nos attendus spécifiques ou globaux au titre des transitions écologiques, que ça soit en termes d'approche compétences ou même d'éco-conception des modalités pédagogiques de formation. Alors, nous étions en pleine pandémie, en plein confinement, donc au moment où ils ont répondu, tous les organismes de formation de la région étaient comme ailleurs impactés par la gestion de cette crise sanitaire et de l'impact que ça pouvait avoir sur leur activité. Néanmoins, on peut quand même constater qu'ils ont eu des difficultés à être particulièrement innovants sur le sujet et à imaginer la traduction concrète des attendus que nous avions pu formuler. À la rentrée 2021, la région Centre-Val de Loire a lancé un programme destiné aux organismes qui forment les personnes en recherche d'emploi. Ce programme, appelé Transformation, comprend tout un volet consacré à la transition écologique. La crise de l'emploi est multifactorielle. Certains métiers, certains secteurs sont bouchés, d'autres ne sont pas attractifs ou ne rémunèrent pas assez. La mobilité géographique est aussi un vrai frein à l'emploi. La formation ne peut donc pas résoudre à elle seule cette crise. Cependant, il est nécessaire d'adapter l'offre, de prendre en compte les enjeux écologiques pour accompagner au mieux les personnes en quête d'un travail et les orienter dans la mesure du possible vers des métiers durables, des métiers d'avenir. Selon Anne Audouin, la formation peut également être un atout pour la transition écologique. En matière de transition écologique, le sujet est tellement vaste, complexe et systémique qu'il est peut-être difficile d'envisager quelles pourraient être des compétences qui seraient nécessaires demain, mais qui aujourd'hui ne sont pas exprimées en tant que telles, dont on n'a pas conscience, même si on est plein de bonne volonté. Et pour autant, c'est là où la formation peut jouer tout son rôle, puisque elle est aussi un facteur de performation. Elle peut aussi contribuer à créer les emplois de demain. Nous, on s'adresse aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, en formant différemment des demandeurs d'emploi aujourd'hui, on peut contribuer à forger des salariés qui auront d'autres postures demain, qui auront d'autres approches, une autre sensibilité. Mais pour ça, il faut pouvoir l'ancrer très concrètement dans des compétences métiers attendues. Elle doit être à l'écoute de ce qui s'exprime sur les territoires, mais également construire une vision consensuelle de quelles pourraient être les compétences attendues demain de façon prospective. Et elle doit être performative, c'est-à-dire elle doit contribuer à générer l'exercice des métiers de demain dans les entreprises, que les personnes que l'on forme en soient demain les salariés ou qu'ils en soient les créateurs, puisqu'on peut aussi imaginer de nouvelles formes d'entrepreneuriat ou de nouveaux entrepreneurs qui promeuvent cette dimension-là. On l'a dit, la prise en compte des préoccupations environnementales dans l'économie nécessite de repenser les métiers, les compétences et l'offre de formation. Cette transformation durable est progressive, mais elle va s'accélérer face à l'urgence climatique. La pandémie nous incite un peu plus à regarder le problème en face et à agir. Elle questionne nos manières de produire et de consommer, et donc notre travail, son sens, son utilité. L'enjeu est donc de former les individus aux métiers de demain, tout en gardant en tête les impératifs de justice sociale. Vous venez d'écouter Objectif Compétences. Cet épisode a été monté par Anna Tayeb. Il a été enregistré et mixé au studio La Fugitive. Audrey Largouette est la chargée de production d'Objectif Compétences. Le générique et la composition musicale sont signés Jean Thévenin. Objectif Compétences est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous.